Il va être question de cybersécurité aujourd'hui sur Studio Kalita, cybersécurité au niveau des nations, des États, des armées. Il sera aussi question d'Israël dans ce domaine de la cybersécurité et aussi de la coopération entre Israël et la France dans ce domaine. Restez avec nous, ça va être super intéressant. Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kalita. Et pour évoquer tous ces sujets, nous sommes très heureux de recevoir dans ce studio Nelly Soussan en français, voilà, Chouchan en hébreu. Nelly, bonjour, merci d'être avec nous pour parler de tous ces sujets de cybersécurité, puisqu'en fait, vous êtes, on peut dire, une spécialiste de ce domaine ? En tout cas, depuis quelques années, une spécialiste de ce qui se passe entre la France et Israël. Vous respirez beaucoup cybersécurité, vous respirez aussi beaucoup tout ce qui est donc les relations entre Israël et la France dans ce domaine, comme nous allons le voir dans un instant. Mais on va commencer, comme à chaque fois dans cette émission, par votre parcours. Vous êtes arrivé en Israël il y a combien de temps ? 9 ans. 9 ans. Une décision de faire son alia qui a été prise pourquoi ? Alors, c'était le résultat de mes activités à l'époque en France. J'avais 3 grandes activités, en fait. 2 professionnelles, puisque j'avais une boîte de coaching de dirigeants et d'équipes, spécialisée dans le développement des aptitudes humaines à traverser une crise avec succès. Et j'avais aussi une boîte de business développement de high-tech israélienne en France. Donc, ces 2 boîtes, je les ai créées successivement en 2007-2008. Donc, déjà une coopération entre la France et Israël. Voilà. D'ailleurs, l'un découle de l'autre. C'est-à-dire que mes clients dans le coaching étaient des patrons de sûreté, sécurité, gestion de crise. Et je me suis rendu compte qu'ils étaient très intéressés par la technologie israélienne. Et moi qui c'est mon autre activité très active dans la lutte contre l'antisémitisme, l'antisionisme. Très engagé dans la communauté. Très engagé sur ces sujets. Je me suis rendu compte que la Hasbara, c'est bien, mais aider Israël à faire du business, c'est encore mieux. Oui. Et voyant l'intérêt de mes clients pour cette technologie, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion à la fois de servir Israël et en même temps de connaître cette fameuse Startup Nation. Et justement, c'est la transition. C'est que j'ai eu le virus d'Israël quand j'ai connu Israël de l'intérieur à travers mes activités dans l'entrepreneuriat israélien. Cette énergie entrepreneuriale, le fait qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, vous faites votre alia déjà, on va dire, après une carrière professionnelle assez importante, assez riche en France, et vous arrivez en Israël. Alors, comment ça se passe d'abord ? Avant ça, je voudrais juste terminer de répondre à la première question, parce que la réponse, je pense, est intéressante pour les auditeurs. La deuxième raison, à part attraper le virus d'Israël, c'est que je me suis rendu compte que ce que je développais comme aptitude humaine pour traverser une crise avec succès, c'est-à-dire pas seulement être résilient, mais sortir éventuellement gagnant de la crise, saisir les opportunités qu'une crise représente, et bien ces aptitudes-là, elles étaient encodées dans la culture israélienne. C'est-à-dire qu'il y a un modèle israélien dans ce domaine. C'est la culture. C'est la culture israélienne même. C'est naturel chez eux. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est ces mêmes aptitudes à traverser une crise avec succès qui sont les aptitudes qu'on enseigne en école de commerce ou de management pour être bon dans l'innovation et l'entrepreneuriat. C'est lié, en fait. Et donc, je me suis dit, finalement, Israël, c'est le pays où je serai le plus sûr au monde, pas à cause de la technologie, mais à cause de ses aptitudes humaines à faire face à n'importe quelle sorte d'imprévu. Alors, est-ce qu'on peut parler rapidement de ce modèle, de ces aptitudes humaines ? Oui, alors, dans ce qui caractérise les Israéliens et qui frappe les Français parfois négativement, par exemple, si je prends le court-termisme, ça exaspère les Français, mais c'est une qualité en situation de crise. Le côté tachlès, collé aux faits, collé au terrain, c'est une qualité. L'optimisme, qui là est une qualité même reconnue des Israéliens, ou le rapport à l'échec, c'est une qualité déterminante en situation de crise. Et enfin, un autre exemple, c'est la colère. Elle n'est pas taboue ici. En fait, il n'y a aucune émotion taboue ici et on sort ce qu'on ressent sur le champ. C'est une qualité en situation de crise. Mais il y en a encore d'autres, mais je ne peux pas toutes les citer. On pourrait faire peut-être une autre émission que sur ça. Mais ces attitudes, on les retrouve beaucoup moins en France, dans la culture française. Oui, déjà, justement, le rapport au risque,
le risque, le rapport, oui, c'est ça, au risque. Le risque, il est perçu comme négatif et on veut anticiper tous les risques en France. En Israël, c'est le rapport au changement, pardon. Le changement est vécu comme un risque en France. Le changement est recherché en Israël. C'est-à-dire que si on n'en a pas assez, on va même le créer. Et Israël a pris le parti de l'idée le changement. Et justement, c'est ce qui donne cette aptitude aux Israéliens à être en mode agile, à être en mode ce que j'appelle émergent, c'est-à-dire ils ont une direction, par exemple dans l'entrepreneuriat, ils ont une vision, alors ils ont peur de rien, ils sont prêts à rêver le monde, etc. Et puis ils sont capables justement du fait de leur côté tarlès et du fait qu'ils n'ont pas peur du changement, d'intégrer tout ce qui leur tombe dessus. Ils vont essayer de le saisir comme une opportunité si c'est possible, sinon ils l'intègrent comme une nécessité et ils sont capables de faire ce qu'on appelle en entrepreneuriat le pivot, c'est-à-dire de changer de perspective, de revoir un peu leur direction au fur et à mesure comme ça. En France, on a tendance à vouloir voir loin, tout préparer à l'avance, et finalement, une fois qu'on a tout préparé, les conditions sont déjà plus les mêmes. Alors, c'est très intéressant ce que vous nous dites, surtout pour nos auditeurs qui sont en Israël depuis peu de temps ou qui veulent faire leur ADA prochainement. Ce que vous nous dites, en fait, que si on n'arrive pas à adapter cette culture, on risque de ne pas réussir son alia ? Alors, non. Mais je pense que justement, moi personnellement, une des clés de mon alia et du plaisir que j'ai eu à faire l'alia, parce que pour moi, ma clita a été extrêmement facile. Et pourtant, je suis venue seule avec 3 enfants. Ce qui est un défi quand même. Ouais. Et pourtant, j'ai reçu que du positif de mon environnement. Et j'ai pas du tout eu l'impression de me battre avec mon environnement, mais au lieu de ça, d'être accompagnée et même portée par mon environnement. Et je pense qu'une des clés, c'est de comprendre que tout ce qu'on voit comme défaut, ça a un versant positif, ça a une vertu. Et moi, je suis coach systémique, c'est-à-dire que je vois quelles sont les caractéristiques d'un système. Et ces caractéristiques, elles ont toujours des vertus, elles ont toujours des raisons d'être là. En même temps, elles sont effectivement limitantes. Par exemple, l'Israélien, il a tendance à penser qu'il sait tout, il va vouloir convaincre l'autre. Ça, c'est dommage. Ça ne veut pas dire justement que nous, en tant que Français, on n'a pas des choses à apporter. On a des choses à apporter, mais il faut aussi qu'on soit capable de voir les aspects positif du négatif. Voilà. Très bien. En tout cas, c'est un sujet intéressant. On pourrait y revenir et peut-être dans d'autres émissions sur Studio Kalita. On va parler quand même du sujet qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est la cybersécurité. Alors, d'abord, est-ce qu'on peut donner Alors, on en a déjà parlé plusieurs fois dans les émissions de Studio Kalita et sur cette émission plus particulièrement. Alors, est-ce qu'on peut donner d'abord une définition de cybersécurité ? Parce que c'est vrai que ça englobe beaucoup de choses. Mais là, on va parler plutôt de cybersécurité au niveau vraiment des nations, des armées, Moi, je travaille moins, on va dire, au niveau des armées qu'avec les entreprises. Donc, c'est plus la coopération business de la cybersécurité. Mais la cybersécurité, c'est finalement la démarche qui consiste à se défendre contre des attaques qui empruntent la voie cybernétique. Je pense qu'on pourrait le définir comme ça. C'est-à-dire les réseaux, l'Internet. Mais en vérité, justement, aujourd'hui, on parle de social engineering de la cybersécurité, c'est-à-dire que pour pouvoir être bon dans l'attaque, il faut bien connaître son ennemi. C'est les mêmes méthodes du KGB, c'est ce que Poutine fait ou la Chine font très bien. Ils essayent de bien connaître les gens dont ils veulent exploiter les vulnérabilités. Pas forcément la cible finale, mais les gens dont ils vont pouvoir exploiter les vulnérabilités pour pouvoir rentrer dans un système. Et ça, ils utilisent les réseaux sociaux, ils enquêtent par les voies possibles. Donc, en vérité, par extension, la cybersécurité, ça couvre vraiment... Ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Et le fait qu'aujourd'hui, on soit dans un univers qui est hyper ouvert sur le monde, où l'innovation est constante, ça augmente aussi les risques, justement, d'attaque. Complètement. Parce qu'en fait, justement, une innovation... elle est synonyme de croissance que si elle est sécurisée. Si elle n'est pas sécurisée, elle est synonyme de menace parce qu'elle représente une porte d'entrée pour les hackers. Et quand je dis l'innovation, c'est aussi les objets connectés. C'est vraiment tout type d'innovation. Et les hackers, leur spécialité, c'est de penser out of the box, comment je vais pouvoir prendre à contre-pied les autres d'une manière qu'ils n'auraient pas imaginé pour pouvoir rentrer à l'intérieur d'une boîte informatique, d'un réseau. Et donc, plus il y a d'innovation, plus il y a besoin de cybersécurité. Et aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a tant d'attrait sur la cybersécurité israélienne, c'est qu'il
l'innovation croît à une vitesse exponentielle et la cybersécurité ne suit pas. Donc ça crée un appel d'air, encore plus de menaces et encore plus de besoins de solutions. Il manque des personnes qui sont spécialistes dans ce domaine aujourd'hui? Oui, à cause de la vitesse. Dans le monde entier, la ressource qualifiée en cyber et en intelligence artificielle, qui est vraiment une des clés en fait, des outils de cybersécurité. L'intelligence artificielle, c'est ce qui va permettre... C'est tout ce qui permet de collecter un maximum de données, d'informations, et notamment, il faut savoir ce qui se passe dans les réseaux en live. Donc, il faut collecter beaucoup d'informations et être capable de le raisonner. Donc, tous les profils qualifiés en cybersécurité et en intelligence artificielle, il y a une pénurie mondiale. Et effectivement, Israël, ce qu'ils ont, c'est que beaucoup des solutions proviennent de l'armée. D'accord. Et l'armée est toute petite armée, alors qu'elle a à faire face à des menaces au moins aussi grandes que celles des États-Unis ou de la Chine. Il faut savoir, par exemple, Israël Electric est la 5e entreprise la plus attaquée du monde. Ah ouais. C'est dire le degré de menace auquel le pays a à faire face. Et tout ça avec une toute petite armée. Et donc, on est obligé de développer des technologies qui vont nous permettre de faire beaucoup avec très peu de ressources. Et ensuite, on sait très vite amener ces technologies au service du civil, c'est-à-dire des entreprises. Et ça, c'est quelque chose qui est très précieux pour nos clients. En France, par exemple, où il y a vraiment une pénurie de ressources énorme, des outils qui permettent de faire beaucoup avec peu, ou d'optimiser au maximum aussi les outils qu'on a pour pouvoir en tirer plus d'informations, c'est une spécialité israélienne. Alors justement, on va parler plus particulièrement de ce que vous faites, vous, justement, dans ce domaine, puisque vous êtes spécialisé en fait dans les relations entre Israël et la France dans ce domaine de la cybersécurité. Voilà. J'ai anticipé qu'il y aurait un intérêt au moins des entreprises, et ça depuis 2015, et j'ai travaillé 2 ans. Et comment il y a eu le déclic? Le déclic, c'est que c'est les attaques. C'est quand ils ont commencé à avoir un ransomware qui a fait très mal, et c'est la multiplication des menaces, et le fait qu'ils voyaient bien qu'ils entendaient quand même les CISO, Chief Information Security Officer, en français RSSI, responsable de sécurité des systèmes d'information, ils entendaient quand même parler d'Israël, et eux, comme ils disent, on va dire qu'on a des outils qui couvrent 80% des besoins, en vérité c'est moins. Et on a encore 20%, mais qui sont critiques. S'ils ne sont pas couverts, ces besoins-là, c'est très, très dur pour nous, parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, en cyberattaque, tout est possible. C'est-à-dire on peut tout faire avec la cyber. On peut ruiner une entreprise en un clic. C'est vraiment ça. Et donc, vraiment, chaque menace cyber, elle a besoin d'être adressée. Et quand ils n'ont pas les solutions chez eux et qu'ils voient qu'il y a un pays qui les produit à la chaîne, ils entendent ça, etc., ils se disent au moins, il faut qu'on aille voir. Et ça a commencé à se produire à l'été 2017, on va dire, printemps 2017. C'était les premières arrivées. J'ai eu 2 délégations successives, une de DRH du CAC 40 qui ont voulu faire leur learning expédition dans la cyber israélienne, et une autre de CISO français. Alors, est-ce que ces délégations sont venues de leur propre initiative, ou il y a eu aussi une décision, je veux dire, plus gouvernementale au niveau de la nation de se diriger vers Israël pour justement demander, entre guillemets, de l'aide? Les 2 premières délégations que j'ai conduites en Israël, ça venait d'eux. Mais ce qui est super marrant, c'est qu'elles sont arrivées successivement en mai et juin 2017. Et juillet 2017, on entend Emmanuel Macron qui est en conférence de presse avec Netanyahou, il venait d'être élu, il dit « Je veux plus de coopération avec Israël dans l'innovation, la sécurité et la cybersécurité. » Et hop, moi ça m'a quand même aidé. Parce que, en vérité, je crois que là, il n'a pas encore nommé la cyber, il a dû le nommer quelques mois plus tard dans une conférence de presse suivante avec Netanyahou. Mais ça aide beaucoup quand on voit que le chef d'État lui-même dit qu'il faut coopérer avec Israël, parce qu'il y avait beaucoup de méfiance à ce moment-là. Il parlait que de menaces d'espionnage, etc. Cela dit, on a vu les relations dans le business se développer beaucoup plus vite que les relations au niveau gouvernemental, où ça a pris un petit peu plus de temps. À se rapprocher. Mais aujourd'hui, il y a une bonne coopération. Alors, qu'est-ce que vous présentez à ces délégations lorsqu'ils arrivent en Israël? Alors, l'idée, c'est de les familiariser avec l'écosystème et qu'ils comprennent un petit peu comment ça marche ici,
sur un plan écosystémique, mais aussi sur un plan culturel. Donc l'écosystème, il est bien structuré. C'est quelque chose qui a été pensé par le gouvernement, et notamment quelqu'un qui est le père de la cybersécurité en Israël, qui s'appelle le professeur Ben Israël, que je vous recommande d'inviter sur ce plateau, qui est un ami de David Harari d'ailleurs. Et donc cet écosystème, c'est les startups bien sûr, mais ce qu'il faut pour ces startups pour se développer, c'est-à-dire les fonds, les investisseurs, les grandes entreprises avec des centres de R&D et puis aussi les accélérateurs, qu'ils soient d'entreprise ou pas d'entreprise. Il y a le gouvernement qui a plusieurs actions, il y a l'armée, il y a tout ce qu'il fait dans le domaine de l'éducation. Et il y a aussi le gouvernement français qui a son rôle aussi, en tout cas dans les coopérations. Je crois que j'en oublie encore dans l'écosystème, mais bon, vraiment c'est des grands acteurs. Les grands acteurs. Alors, les universités, bien sûr. D'accord. Il y a eu aussi dernièrement, je crois, il y a tout juste 2-3 semaines, une grande semaine de la cybersécurité. La Cyber Week, voilà. Il y a deux grands, on va dire, suivant les années, il y a 2 ou 3 grands événements. Tous les ans, il y a 2 grands événements qui sont la Cyber Week, qui est organisée par l'Université de Tel Aviv en juin, tous les ans. Et en janvier, tous les ans, il y a le Cybertech, qui là est un événement privé, mais de très grande ampleur à chaque fois. Et là, il y avait aussi une délégation française. Là aussi, j'avais... Alors, sur ce Cybertech-là, moi, je n'avais pas, mais j'en ai eu en janvier 2018. Mais j'ai accompagné aussi un CISO d'une grosse boîte française. Il y a aussi le HLS and Cyber, qui est un événement gouvernemental qui a lieu 1 an sur 2. Et là, j'avais une délégation. C'est en novembre. Et la dernière cybersécurité, je crois qu'il y avait le représentant du président Macron qui était là. Alors oui, il y avait monsieur Henri Verdier, qui est l'ambassadeur du numérique. C'est un poste, une fonction qui a été récemment créée au sein du Quai d'Orsay. Je crois qu'on a une photo d'ailleurs de Henri Verdier avec le professeur Harari, puisque c'est lui-même qui a posté cette photo sur Twitter. On va la voir dans quelques instants. Quelles étaient ses impressions à l'ambassadeur Henri Verdier? Alors, moi, je n'ai pas eu ces impressions. Je l'ai vu, en fait, le jour de son arrivée, le lendemain. On l'a vu en privé, on l'a vu en public, lors d'un événement co-organisé par l'Université de Tel Aviv et l'ambassade de France en Israël à l'Université de Tel Aviv. Par contre, il a dit il faut des coopérations et publiques et privées. La France veut beaucoup des coopérations dans la R&D, mais aussi dans l'entrepreneuriat, pourquoi pas, avec vraiment une idée de réciprocité, c'est-à-dire qu'on ait aussi des startups qui viennent s'établir en France. Et il dit justement, c'est intéressant, il faut vraiment au maximum que les Français qui sont en Israël, c'est une richesse pour ces coopérations, et j'invite encore plus les Français à s'impliquer dans ces coopérations. Ça, c'est très important, surtout sur Studio Qualita, d'entendre des choses comme ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on voit très souvent, enfin pas très souvent, on voit même depuis longtemps que les relations, on va dire diplomatiques, politiques entre Israël et la France sont un peu froides, on va dire, quelque part, un peu même très froides. Et par contre, on a l'impression que dans le domaine technologique, c'est d'une autre ampleur. Je dirais c'est presque tout le contraire. Tout le contraire, même. C'est un grand amour. C'est le grand amour, on va dire. Et comment on l'explique? Comment vous l'expliquez? On pourrait l'expliquer par de la réelle politique, mais je pense que ça va bien au-delà. Je pense que ça tient... D'abord, ça tient à la nécessité. C'est-à-dire que ça a démarré sous le mandat du président Hollande, quand il est arrivé en Israël, avec Fleur Pellerin, qui était sa ministre de l'Innovation. C'était malheureusement pour la mort de Shimon Peres, Zichrono Livracha. Mais il était venu beaucoup pour comprendre comment on a fait cette Startup Nation. Et il a déclaré devant Shimon Peres et Netanyahou, ça m'a beaucoup marqué, c'est là qu'est né mon business model, il a déclaré, voilà, l'innovation, c'est moteur de croissance. La croissance, nous, on en a absolument besoin. C'était quand même à une période de crise, on était en novembre 2013. Vous, je le dis avec mes mots à moi, mais vous êtes des champions de l'innovation, de l'entrepreneuriat. On a beaucoup à apprendre de vous. On veut faire de vous un partenaire stratégique dans l'innovation. Et c'est en développant des coopérations que, quelque part, on va pouvoir injecter un peu de votre savoir-faire chez nous, et aussi, d'ailleurs, de
de votre culture de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé comme ça. Ensuite, il y a évidemment la personnalité du président Macron, qui est quelqu'un qui a toujours été porté sur l'innovation, qui a été hacké pendant la campagne. Ça a peut-être joué. Je veux dire, la cybersécurité, c'est quand même quelque chose qui lui parle. Je pense que c'est quelqu'un qui comprend très très bien ces enjeux-là. Voilà. Et donc, mais après, je pense aussi qu'il y a réellement, l'ambassadrice, son pot de départ l'a dit récemment, il a été extrêmement marqué par sa visite au DLD, c'était l'été 2015, je crois, bref, quand il était ministre de l'économie, et ça l'a inspiré beaucoup, lui, pour faire Vivatech, etc. Et je pense qu'il est... Effectivement, il est pour que cette French Tech, tout cet écosystème français dans l'innovation travaille avec Israël parce qu'il aime, je pense, notre approche dans ces domaines. Est-ce que vous pensez que grâce justement à ces relations technologiques entre les deux pays, ça peut être un vecteur pour un réchauffement des relations diplomatiques, politiques entre Israël et la France? Ça l'est dans les faits, justement, l'ambassadrice... partante Hélène Le Gall le dit beaucoup, c'est vraiment... l'ambassade a mis beaucoup l'accent là-dessus, mais aussi, il faut le savoir, a beaucoup accompagné le mouvement, a vraiment fait ce qu'elle pouvait à son niveau pour que ces coopérations se développent. Et ça, on le dit peu, mais pourtant c'est important. Et c'est important au-delà même, on va dire, de la coopération économique, parce que ça crée des liens humains. Ça change l'image d'Israël, parce que moi, quand j'amène des délégations, je ne fais pas que ça, by the way. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Derrière, il y a justement... tout un travail. Il y a beaucoup de choses, voilà. Il y a des coopérations concrètes que j'accompagne. Mais je veux dire, quand j'amène des délégations, les gens qui viennent, pour la plupart, ne sont jamais venus en Israël. Et au bout des 4 jours, j'entends souvent, j'étais venue en pensant, j'ai dit à ma femme, ce sera la première et la dernière fois que je viendrai. Et finalement, je veux vous revenir avec ma femme. Voilà. Alors, on va terminer par les projets, l'avenir dans ce domaine. Comment vous le voyez très rapidement? Je le vois justement... prospère dans les coopérations France-Israël, dans la cybersécurité, tant sur le plan gouvernemental que sur le plan business. Et je pense que la cybersécurité est en train de changer les lignes de front, même de la diplomatie. C'est-à-dire que vraiment dans la cyber, on est obligé de créer des alliances fortes et on est obligé de choisir ses alliés. Et je connais un RSSI français qui a dit... Finalement, tout le monde espionne tout le monde. La question, c'est est-ce que je préfère être espionné par la Chine ou par Israël? La réponse est assez claire, non? C'est un choix qu'il faut faire. En tout cas, j'avais dit en début d'émission que ça allait être super intéressant. Ça l'a été, en tout cas. Merci beaucoup, Nelly, d'être venue et de nous avoir parlé de ce dossier, de ce sujet super intéressant, la cybersécurité donc en Israël et les relations entre la France et Israël. Merci beaucoup. De rien. Et à très bientôt sur Studio Kalita pour un nouveau numéro d'Israël Demain. À bientôt, bye bye. Israël Demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël Demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kalita.